Je m'appelle Margot Ferrier, j'ai 31 ans, et 2 semaines avant mon mariage, ma mère est entrée dans ma chambre d'amis, a ouvert son sac, en a sorti une paire de ciseaux à tissu et a découpé ma robe de mariée. Elle n'a pas crié, elle n'a pas pleuré. Elle a posé les ciseaux sur ma commode après, de la façon dont on pose un stylo après avoir signé un document, et elle a dit à ma sœur, qui se tenait dans le coin de la pièce, les mains qui tremblaient, que j'allais me calmer. Je veux que tu gardes cette image une seconde, pas les ciseaux, pas la robe, son visage. Parce que c'est ça, la chose que 200 000 personnes n'ont pas pu s'empêcher de regarder. Pas la destruction, le calme. J'y arrive, je te promets que j'y arrive. Mais d'abord, il faut que tu comprennes où cette histoire commence vraiment. Parce qu'elle ne commence pas dans cette chambre. Elle commence dans une maison du vieux quartier d'Annecy, avec une femme qui apportait des plats cuisinés aux voisins malades et qui lisait des grâces à table et qui rationnait l'amour comme certaines personnes rationnent l'argent, avec soin, avec calcul, toujours en gardant un œil sur le solde. Avant de continuer, si quelque chose dans cette image te reste en travers de la poitrine, si tu reconnais quelque chose, j'ai besoin que tu mettes un like maintenant et que tu t'abonnes pour ne pas manquer la suite. Et partage avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Parce que je crois que beaucoup d'entre nous ont été dans des pièces où la chose la plus dangereuse n'était pas la plus bruyante. Je t'emmène au début maintenant. J'ai grandi enfant du milieu. Lucie l'aînée, moi au milieu, Tom le petit dernier, et je crois que ça dit tout ce qu'il y a à savoir avant même que j'aie dit un mot de plus. Lucie a appris très tôt que la façon de survivre à ma mère, c'était d'acquiescer. Tom a appris à se faire oublier. Moi, j'ai appris à tenir bon. Ce qui semble être un compliment jusqu'à ce qu'on comprenne ce que ça coûte à un enfant de faire ça à 7 ans, à 10 ans, à 14 ans. Chaque fois. Ma mère, Sylvie, était, et je veux être précise ici parce que ça compte, elle était genuinement chaleureuse avec tout le monde en dehors de chez nous. Je veux dire ça vraiment. Elle portait des plats aux familles qui traversaient des moments difficiles. Elle connaissait l'anniversaire de chaque voisin. Elle serrait les gens dans ses bras à l'église avec quelque chose de sincère dans le geste. Et puis elle rentrait à la maison et me disait que le projet sur lequel j'avais travaillé 1 mois entier était de travers, que j'aurais dû demander de l'aide. Elle trouvait la chose que j'avais fabriquée avec mes mains, par envie, juste pour le plaisir de faire quelque chose, et elle localisait le défaut avec la précision de quelqu'un qui s'y entraîne depuis des années. J'avais 9 ans quand j'ai fabriqué un herbier illustré pour un concours à l'école. 1 mois de travail en secret, des feuilles collectées dans le parc du Paquier, des étiquettes écrites à l'encre de Chine, une couverture cartonnée que j'avais couverte de papier marbre. Je lui ai donné avant que les autres se réveillent, parce que je voulais que ce moment soit juste à nous. Elle l'a regardé. Elle a dit « Les étiquettes sont de travers, tu aurais dû me demander de t'aider. » Elle l'a posée sur la table de la cuisine et elle est allée faire le café. Je n'ai plus jamais participé à un concours. Pas pendant 7 ans. Ce qu'il y a avec ce genre de correction, c'est que ça ne ressemble pas à une maltraitance quand on est à l'intérieur. Ça ressemble à un standard. Ça ressemble à la friction ordinaire du fait d'être quelqu'un de pas tout à fait à la hauteur. Et parce que la personne qui te le dit apporte aussi des plats aux familles en deuil, tu la crois. Tu te dis, si quelqu'un d'aussi bienveillant voit un défaut en moi, le défaut est forcément réel. J'ai cru ça longtemps. Ce que je n'ai pas cru, ce qu'on ne m'a jamais permis de croire, c'est que mes besoins avaient le même poids que ceux des autres. Que mes préférences avaient de la valeur, sans avoir besoin d'être justifiées. Que je pouvais vouloir quelque chose, juste parce que je le voulais, sans devoir d'explication à personne. Si tu as déjà eu l'impression que tes besoins étaient les plus encombrants, que tu étais facile, précisément parce que personne ne te regardait vraiment, je crois que tu comprends déjà tout ce qui va suivre. Et je crois que tu sais exactement ce que ça coûte d'être cette personne-là. Laisse-moi un commentaire et dis-moi d'où tu regardes en ce moment. Quelle heure il est chez toi? Je les lis tous, vraiment.
J'ai grandi, comme on fait. J'ai eu mon bac, j'ai fait une prépa à Lyon, et puis j'ai eu la chance d'intégrer l'École nationale supérieure des arts décoratifs à Paris, design textile, arts appliqués. J'ai financé mes années parisiennes avec un job le week-end dans une boutique de tissus du Marais, ce qui n'était pas un hasard. Il y avait quelque chose dans la logique des matières, dans la façon dont une trame répond à une chaîne, qui me parlait d'une façon que je n'arrivais pas encore à nommer. J'ai été diplômée en 3 ans et demi. J'ai appelé ma mère depuis la cour des Arts Déco après avoir remis mon dernier dossier, et elle m'a demandé si j'avais pensé à envoyer une carte d'anniversaire à ma tante Véronique. Je l'avais envoyée. Je les envoyais toujours. Je me suis installée à Paris. J'ai trouvé un emploi dans un studio de design. J'ai travaillé jusqu'à ce que mes empreintes digitales soient plus calus qu'autre chose. J'étais bonne, vraiment bonne. Le genre de bonne que tes collègues remarquent avant ton directeur. J'ai construit une clientèle freelance en parallèle. J'ai remboursé mes dettes par tranches qui avaient un poids réel. Rien de tout ça n'était dramatique. C'était juste l'accumulation régulière d'une vie qui était la mienne, construite par mes propres mains, et ça me semblait être la chose la plus importante que j'ai jamais faite. Ma mère disait aux gens que je travaillais dans la communication. J'ai eu une relation sérieuse pendant 3 ans, au milieu de la vingtaine, avec un architecte qui s'appelait Sébastien. Émotionnellement distant d'une façon qui me semblait familière, confortable, comme quelque chose que je connaissais depuis l'enfance. Quand j'ai compris le mécanisme, j'ai mis fin à la relation. J'ai passé 2 ans seule, volontairement. J'ai lu beaucoup. J'ai cuisiné mal, puis moins mal. J'ai appris à faire la distinction entre ce que j'aimais vraiment et ce qu'on m'avait appris à aimer, ce qui est un projet plus étrange qu'il n'y paraît quand on le fait pour la première fois à 26 ans. Et puis j'ai rencontré Étienne. Étienne Moreau a 35 ans. Il est architecte associé dans un cabinet spécialisé en réhabilitation industrielle, et il s'est présenté à l'événement où je l'ai rencontré avec de la poussière de chantier sur l'avant-bras droit qu'il n'avait pas remarqué, ou peut-être bien remarqué et trouvé sans intérêt. Quand je lui ai signalé, il a regardé son bras et il a dit « Ah oui, logique », et il l'a épousseté et a continué à parler, sans gêne, sans mise en scène de l'humilité, juste, bien dans sa peau, posé. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin de quelqu'un de posé avant de me retrouver à côté de quelqu'un qui l'était vraiment. Étienne vient d'une famille nombreuse et bruyante de la région nantaise. Le genre de famille où les disputes sont courtes et les réconciliations rapides et où personne ne tient des comptes. Il n'a pas de cadre de référence pour ce qu'est ma famille. Quand j'ai essayé de lui expliquer, je le voyais faire l'effort de comprendre. Pas balayer, vraiment essayer, et ne pas tout à fait y arriver. Non pas parce qu'il ne s'en préoccupait pas, mais parce que son cerveau n'avait simplement pas le système de classement pour ça. Ça me frustrait avant, plus maintenant. Quand j'ai présenté Étienne à ma mère autour d'un dîner, 3 mois après qu'on se soit mis ensemble, elle lui a posé des questions sur son travail pendant 45 minutes, et puis, dans la voiture après, elle m'a dit qu'il lui semblait être quelqu'un qui avait atteint son plafond tôt. Il avait un master en architecture obtenu avec mention. Elle n'avait pas posé une seule question à mon sujet de toute la soirée. Camille m'a appelé le lendemain matin. « Je veux juste que tu saches, » elle a dit, « que je le trouve formidable, vraiment. » Et puis une pause. Elle va rendre ça difficile. Je le savais. Je l'avais toujours su. Je n'avais simplement pas encore mesuré à quel point difficile pouvait aller loin. Camille est arrivée la première. Elle l'est toujours. Elle a sonné à 8h20 avec 2 cafés et son sweatshirt jaune et cette énergie particulière qu'elle a quand elle essaie de rendre quelque chose normal par la seule force de sa chaleur. J'ai entendu sa clé dans la serrure. Je lui en avais donné un double 6 mois plus tôt, principalement parce qu'elle est la seule personne à qui je fais confiance pour arroser mes plantes quand je voyage. Et puis elle était dans la cuisine, et je venais vers elle, et on n'a pas dit grand-chose. On s'est juste tenu là, dans le calme du matin, avec nos cafés, et on a laissé ça être une bonne journée, quelques minutes avant qu'elle ait à être autre chose. Elle a vu la robe avant même que je l'y emmène. La porte de la chambre d'amis était ouverte, et la lumière du matin entrait par la fenêtre, à cet angle bas particulier qu'elle a en octobre à Paris,
et le satin l'a attrapée d'une façon qui donnait l'impression que toute la pièce retenait son souffle. Camille s'est arrêtée de marcher. Elle a posé son café sur la petite table du couloir sans regarder où elle le posait. « Margot », elle a dit. Juste ça, juste mon prénom, avec la voix qu'elle utilise quand quelque chose est plus grand que les mots. J'ai tendu le bras et j'ai écarté le panneau arrière pour qu'elle voie les coutures à la main. 14 mois de soirée. Les mains d'Isabelle et les miennes, toutes les deux penchées sur une table de coupe dans son atelier, et toutes ces heures-là étaient visibles si on savait où regarder. Camille a tendu la main et a touché le tissu très légèrement, du bout de 2 doigts, comme on touche quelque chose qu'on a peur de déranger. « C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue », elle a dit. J'ai ri. Le genre de rire qui sort quand tu as serré quelque chose fort longtemps et que quelqu'un le voit enfin vraiment. « C'est une robe ?» j'ai dit. « C'est pas une robe », elle a dit. « C'est un argument. » J'ai pensé à ça longtemps après. Ma mère est arrivée 40 minutes plus tard. J'ai entendu sa voiture dans la rue, cette façon qu'elle a de se garer, un peu vite, puis elle se reprend. Et j'ai senti mon corps faire ce qu'il fait toujours. Pas de la peur, pas exactement. Plutôt une sorte d'ancrage, la façon dont on ajuste son équilibre avant quelque chose de lourd. Elle épenterait avec une boîte de sablé que personne n'avait demandé, habillée de son chemisier fleuri rose poudré et son pantalon marine, ses cheveux blonds argentés impeccablement brochés, la montre de sa mère au poignet gauche. Elle avait l'air qu'elle a toujours dans ces moments-là, composée, généreuse, la femme qui apporte des gâteaux. Elle a salué Camille en premier, lui a serré le bras, lui a dit qu'elle semblait fatiguée, lui a suggéré de prendre des vitamines, et puis elle a marché directement vers la chambre d'amis, comme quelqu'un qui se dirige vers quelque chose à quoi elle avait déjà pensé. Elle s'est arrêtée devant la robe un long moment. Le silence avait une texture. Je regardais son visage. Je connais le visage de ma mère comme on connaît un système météo. J'ai passé 31 ans à le lire. Et ce que j'ai vu à ce moment-là, je ne peux le décrire que comme de l'évaluation. Pas de l'émerveillement, pas de la douceur, de l'évaluation. « Tu l'as faite toi-même ?» elle a dit finalement. Ce n'était pas une question, ce n'était pas un compliment. C'était une affirmation avec un poids très particulier à la fin, le genre qu'elle fait depuis toujours, celui qui semble neutre jusqu'à ce qu'on l'ait entendu assez de fois pour comprendre ce qu'il dit vraiment. « J'ai travaillé avec une couturière pour la construction », j'ai dit. « Le design est de moi. » Elle a hoché la tête lentement. « La robe de ta grand-mère était dans les cartons. Je l'avais proposée. »« Je sais, maman. Je voulais quelque chose que j'avais dessiné. Quelque chose que tu avais dessiné. » Elle me l'a répété. Ce geste précis, je l'ai vu 1000 fois. Elle prend ce que tu viens de dire et elle te le rend légèrement vidé, comme si elle l'avait tenu à la lumière et y avait trouvé un manque. Et puis elle attend. Parce que ça ne marche que si tu remplis le silence, si tu te justifies, si tu t'expliques encore et encore jusqu'à ce que tu te sois mis dans une impasse. Je n'ai pas rempli le silence. Oui, j'ai dit. Elle a regardé la robe encore un moment. Puis elle a dit qu'elle avait besoin d'aller aux toilettes et qu'elle revenait. Et elle a ramassé son sac là où elle l'avait posé par terre, ce que j'ai remarqué sans vraiment enregistrer. Pas encore. Je veux te dire ce que ça fait de regarder quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qui est censé être la personne la plus sûre de ta vie, devenir une menace en temps réel. Il y a ce délai, cet écart entre ce que tes yeux voient et ce que ton cerveau accepte de comprendre. Parce que la compréhension t'oblige à accepter quelque chose sur cette personne qui change tout ce qui est venu avant. Et ton cerveau essaie de te protéger de ça. Même là, même après tout. Je crois que beaucoup d'entre vous savent exactement ce que je veux dire. Je crois que beaucoup d'entre vous ont été dans leur propre version de cette pièce. À regarder quelqu'un dont vous aviez besoin qu'il soit en sécurité, faire quelque chose qui ne l'était pas. Et ont ressenti ce même délai.
Cette même suspension terrible. Dis-le dans les commentaires. Parle-moi du moment où tu as compris. Pas toute l'histoire, juste ce moment-là. Celui où ton cerveau a finalement rattrapé ce que tes yeux voyaient. Je veux savoir, et je le pense vraiment, parce que je crois que ce sont ces moments-là qu'on porte le plus longtemps et dont on parle le moins. Camille avait commencé à filmer pendant que ma mère était sortie de la pièce. Elle me dit après que c'était instinctif. Elle faisait un lent panoramique de la robe pour mon téléphone. Le genre de documentation qu'une demoiselle d'honneur fait sans réfléchir. Un souvenir au cas où on en aurait besoin. L'appareil tournait, c'est tout. Ma mère est revenue dans la pièce. Elle tenait son sac dans la main gauche et dans la main droite, elle tenait une paire de ciseaux à tissu. Mes ciseaux à tissu, j'ai réalisé après. Ceux que je gardais dans le tiroir de ma chambre d'amis. Ceux qu'Isabelle m'avait aidé à choisir parce que le poids compte quand on coupe du satin. Elle était allée aux toilettes, avait ouvert le placard du couloir, avait fouillé dans mes tiroirs. Elle les cherchait. La chose avec le fait de comprendre ça sur le moment, c'est qu'on ne peut pas. On voit les ciseaux, on voit sa mère, on voit la robe, et la combinaison de ces trois choses est tellement en dehors de toute catégorie que ton esprit avait préparé que la première seconde est juste rien. Juste du blanc. Puis elle a parlé. Je vais reprendre le panneau du dos. Il tire. Je le vois d'ici. Sa voix était parfaitement posée. La même voix qu'elle utilise pour lire une liste de courses. Maman, arrête. Ne touche pas à la robe. J'essaie de t'aider. Tu ne veux pas descendre l'allée avec le dos qui tire? La robe ne tire pas, ne la touche pas. Je l'ai dit clairement. Je l'ai dit sans hausser la voix, parce que hausser la voix n'a jamais marché avec elle. Ça lui donne juste quelque chose à pointer du doigt plus tard, une preuve de mon emballement, de mon exagération, de mon incapacité à accepter l'aide. Je l'ai dit comme j'ai appris à dire toutes les choses difficiles avec elle, directement, sans fioriture, sans laisser de porte ouverte. Elle a avancé quand même. Le bruit que font des ciseaux à tissu dans du satin duchesse est très particulier. Ce n'est pas un accroc, c'est plus propre que ça, décisif. Un geste, 4 centimètres dans la couture du dos du corsage, exactement là où Isabelle et moi avions passé toute une soirée à trouver la tension exacte. Je suis restée là. Je veux te dire combien de temps a duré le silence, mais je ne le sais pas vraiment. Il m'a semblé durer assez longtemps pour que tout se réorganise, assez longtemps pour qu'une version de moi qui avait tenu une porte fermée pendant 31 ans arrête enfin de la tenir. Et puis, doucement, j'ai dit « Sors de chez moi ». Ce qui s'est passé ensuite, c'est la partie que 200 000 personnes allaient finir par regarder sur l'écran de leur téléphone, dans leur voiture, dans leur lit le soir. Parce que l'appareil de Camille tournait toujours, et ce que la caméra a capturé n'était pas une dispute. Il n'y a pas eu de cri, pas d'effondrement théâtral. Ma mère a posé les ciseaux sur ma commode. Elle a dit qu'elle voulait juste réparer. Elle a dit que je dramatisais. Elle a dit que si j'avais pris la robe de ma grand-mère, rien de tout ça ne serait arrivé. Elle a dit tout ça avec la même voix posée et agréable, la même voix qui demande aux voisins comment vont leurs petits-enfants. Je suis allée jusqu'à la porte d'entrée et je l'ai ouverte. Elle est partie. Elle a serré le bras de Camille en passant et elle a dit « Elle va se calmer ». La porte s'est refermée et je me suis retrouvée dans mon couloir, dans mon pull écru, les cheveux encore relevés en vitesse du matin, et j'ai ressenti quelque chose que j'avais déjà ressenti. Je l'avais ressenti à 9 ans, debout dans une cuisine avec un herbier dans les mains pendant que ma mère faisait le café, à attendre quelque chose qui ne venait pas. Ce vide précis. Cette connaissance précise que la personne qui était censée regarder quelque chose que tu avais fait de tes mains et dire « c'est bien, tu es bien », n'allait pas le faire. Ne l'avait jamais eu l'intention de faire. Camille est apparue dans l'encadrement de la porte du couloir. Elle ne disait rien. Elle était juste là, debout, et elle pleurait de la façon silencieuse dont elle pleure quand elle essaie de ne pas le faire.
Je l'ai regardé. J'ai regardé la porte ouverte de la chambre d'amis, où la robe était toujours accrochée, la couture coupée visible même de là où j'étais. Puis je suis allée dans la cuisine, je me suis assise à la table, et j'ai posé mes mains à plat sur la surface, et je les ai gardées là. Pas pour faire une liste, pas pour organiser quoi que ce soit, juste pour tenir la seule chose que je pouvais trouver à tenir. 3 forte en 5. Camille m'a appelé 3 fois ce soir-là avant que je décroche. Le premier appel, je l'ai laissé partir sur messagerie, parce que j'étais assise par terre dans la cuisine, le dos contre le placard, et je n'avais pas encore les mots. Le deuxième appel, je l'ai regardé sonner depuis l'autre bout de la pièce, comme si ça arrivait à quelqu'un d'autre. La troisième fois, j'ai décroché parce que c'était Camille, et qu'elle n'appelle pas 3 fois sauf si c'est réel. Elle a dit « J'ai besoin de te dire quelque chose, et j'ai besoin que tu me laisses finir avant de dire quoi que ce soit. » J'ai dit d'accord. Je filmais la robe, quand maman est revenue dans la pièce. C'était pas prémédité, je faisais juste une vidéo pour toi, un truc souvenir. Et puis tout s'est passé, et je n'ai pas arrêté. Et Margot, j'ai tout. J'ai les ciseaux. J'ai ce qu'elle a dit. J'ai le son. Je n'ai rien dit pendant un moment. J'ai son visage, a dit Camille, quand elle les a posés. J'ai laissé ça exister. Le téléphone contre mon oreille, la lumière de la cuisine trop blanche, le bruit du réfrigérateur comme seul autre son dans l'appartement. Ne la poste pas, j'ai dit. J'allais pas le faire. Je savais pas quoi en faire. Je savais pas qui appeler d'autre. Ne la poste pas, Camille. Je sais, elle a dit. Je sais. Je le ferai pas. On est resté au téléphone encore 20 minutes, sans dire grand-chose. C'est quelque chose qu'on a toujours su faire. Exister ensemble dans le silence, sans que ça veuille dire quelque chose de mauvais. À un moment, elle a dit qu'elle m'aimait, et j'ai dit que je l'aimais aussi. Et puis on a raccroché, et je suis restée par terre encore un peu. Et puis je me suis levée, et j'ai mangé la moitié d'un paquet de crackers debout au comptoir, et j'ai appelé Étienne. Il a décroché à la deuxième sonnerie, ce qu'il fait toujours quand il voit mon nom. « Hé, ça va ?» Je lui ai tout raconté. Ça faisait des mois que j'éditoriais la version des choses que je donnais à Étienne, lissant les bords, minimisant la fréquence, ne voulant pas qu'il me voie comme quelqu'un qui n'arrivait pas à gérer sa propre famille. Ce soir-là, j'ai arrêté d'éditer. Je lui ai juste raconté comme ça s'était passé, dans l'ordre où ça s'était passé, et quand je suis arrivée au son, les ciseaux dans le satin, je l'ai entendu devenir complètement silencieux de la façon particulière dont il se tait quand il se contrôle. « Tu es où là ?» il a dit. « Cuisine, par terre. » Un silence. « J'arrive. »« T'as pas... Margot. » Il était là en 22 minutes. Il est venu dans ses vêtements de travail. Pull col rond gris anthracite, jean de chantier, boots, parce qu'il venait d'un chantier et qu'il ne s'était pas arrêté pour se changer. Il s'est assis par terre dans la cuisine à côté de moi, sans demander si je voulais qu'il le fasse. Il n'a rien dit sur la robe pendant un long moment. Il était juste là. Finalement, il a dit « Je peux la voir ?» On est allé dans la chambre d'amis ensemble. Il s'est tenu devant la robe et j'ai regardé son visage et j'ai vu le moment exact où il a compris ce qu'elle avait été avant. La qualité du travail, ce qui avait été mis dedans. Et puis ses yeux se sont déplacés vers la coupure, 4 centimètres, net, dans la couture du dos. Et sa mâchoire s'est serrée d'une façon que j'ai ressentie plus que vue. Il n'a rien dit pendant un long moment. Puis il a dit « J'appelle Isabelle demain matin. » C'est tout. Pas un discours, pas une promesse, juste la prochaine chose concrète, dite doucement, par quelqu'un qui pensait déjà à la suite.
Je pense à ce moment plus qu'à presque n'importe quoi d'autre de ces 2 semaines-là. Je me suis réveillée le lendemain matin avec mon téléphone qui faisait des sons qu'il ne fait pas d'habitude. Ce genre de vibration continue. Pas des appels, pas des messages, autre chose. Je l'ai pris et j'ai regardé, et le chiffre sur les notifications n'avait pas de sens pour moi au début. J'ai cru que je lisais mal. Je l'ai reposé. Je l'ai repris. 200 000 vues. Camille ne l'avait pas posté. Je veux être claire là-dessus parce que ça compte, et parce qu'elle s'en est voulu assez longtemps. Ce que Camille avait fait, le soir d'avant, pendant qu'elle tremblait encore et ne savait pas quoi faire de ce qu'elle avait vu, c'était envoyer la vidéo à sa meilleure amie Sophie, avec un message qui disait « Je sais pas quoi faire, j'arrive pas à m'arrêter de trembler ». Sophie l'avait regardé et l'avait envoyé à 2 personnes. La 3e personne l'avait posté sans demander, sans réfléchir, sans savoir, ou peut-être sans se soucier qu'il y avait une vraie robe de mariée et une vraie femme et une vraie famille derrière les 37 secondes sur son écran. Le temps que je me réveille, ça avait sa propre vie. Je l'ai regardé. Je me suis assise dans mon lit, les genoux remontés, et j'ai regardé une vidéo du pire moment de la veille sur un écran de 10 centimètres. Et j'ai eu cette expérience étrange et dissociative de me voir de l'extérieur. Je pouvais voir mon visage. Ce blanc de 3 secondes après le son des ciseaux. Je pouvais voir ce que j'avais l'air d'avoir à ce moment-là, et ce n'était pas ce que j'attendais. Je m'attendais à voir de la stupeur. Ce que j'ai vu était quelque chose de plus vieux que la stupeur. Quelque chose qui reconnaissait ça. Et puis j'ai regardé ma mère poser les ciseaux. Et j'ai entendu sa voix, posée et claire. Elle va se calmer. Voilà la chose que je n'aurais pas pu prédire, et la chose que je crois être la plus importante pour comprendre pourquoi cette vidéo s'est propagée comme elle l'a fait. Ce n'était pas la violence qui faisait que les gens ne pouvaient pas s'arrêter de la regarder. C'était le calme. C'était sa voix. C'était l'absence totale et complète de tout signe qu'elle comprenait ce qu'elle avait fait. Parce que je crois que beaucoup de gens qui n'avaient jamais entendu l'expression violence psychologique insidieuse, qui n'avaient jamais été assis dans le cabinet d'un thérapeute à essayer d'expliquer pourquoi ce qui leur était arrivé était difficile, alors que rien de dramatique n'était jamais arrivé, ont regardé ces 37 secondes et ont senti quelque chose se reconnaître. Quelque chose en eux a dit « ça ». C'est ça que je n'arrivais pas à décrire. Ce ton précis. Ce recadrage précis. La façon dont le mal se dispense dans une voix parfaitement raisonnable. Et puis c'est la personne qui l'a subi qui doit se calmer. Les commentaires, je ne pouvais pas les lire tous. Je ne pouvais pas en lire la plupart. Mais j'en ai lu assez pour comprendre ce qui se passait. Des gens la partageaient dans des forums de thérapie, dans des communautés de rupture familiale. Quelqu'un l'avait posté avec la légende pour tous ceux qui ont essayé d'expliquer leur mère à quelqu'un qui ne les croyait pas. Elle avait été partagée dans un groupe Facebook privé pour enfants adultes de parents narcissiques, et puis hors de ce groupe, et encore plus loin, jusqu'à atteindre des gens qui n'avaient aucun contexte pour rien de tout ça, et même eux sentaient que quelque chose n'allait pas dans ce calme. Je veux te poser une question, et je veux que tu y réfléchisses vraiment avant de répondre. Est-ce que tu as déjà dû expliquer à quelqu'un, un ami, un partenaire, un thérapeute, que ce que ta famille t'avait fait n'était pas dramatique, qu'il n'y avait jamais eu de preuves flagrantes, que les dégâts avaient été faits doucement dans un ton parfaitement raisonnable? Et est-ce que tu as déjà vu quelqu'un ne pas tout à fait te croire parce qu'il s'attendait à quelque chose de plus fort? Dis-le dans les commentaires. Je crois qu'on a besoin de le dire à voix haute plus souvent qu'on ne le fait. Je lis. Lucie a appelé à 11h15 ce matin-là. J'ai vu son nom sur l'écran et j'ai pris une inspiration et j'ai décroché. Elle n'a pas dit bonjour. Elle a dit « Tu dois faire retirer ça ». Bonjour Lucie. Ne fais pas ça, c'est sérieux. Maman reçoit... Les gens lui disent des choses horribles. Elle a reçu un message hier soir qui disait « C'est pas moi qui l'ai posté ». Un silence. Ça change rien. Tu peux demander. Tu peux trouver qui l'a posté et demander qu'il la retire.
et ça s'arrête. Je sais pas qui l'a posté. Alors mets quelque chose. Dis que c'est sorti de son contexte. Dis que c'est un malentendu. Je me suis assise avec ça un moment. Dis que c'est un malentendu. Je l'ai tourné dans tous les sens. Je l'ai regardée sous toutes ses faces. Elle a coupé ma robe de mariée, Lucie. Elle essayait d'aider et ça a dérapé, et maintenant des inconnus sur Internet font des menaces de mort pour une dispute familiale, et tu as le pouvoir d'arrêter ça. C'était pas une dispute familiale. Margot. Elle est entrée chez moi, elle a fouillé dans mes affaires pour trouver mes ciseaux, et elle a coupé ma robe, pendant que je lui disais d'arrêter. Silence. C'est ta mère, a dit Lucie finalement. Et sa voix avait changé. L'efficacité furieuse était partie, et ce qu'il y avait en dessous ressemblait, si j'étais honnête, davantage à de la supplication. C'est notre mère et elle ne va pas bien en ce moment. Elle a besoin que ça s'arrête. J'ai compris à ce moment-là ce que Lucie disait vraiment. Elle ne défendait pas ce que notre mère avait fait. Elle ne pouvait pas, en fait. Il y avait une vidéo. Ce qu'elle défendait, c'était la structure. L'arrangement qui avait rendu notre famille fonctionnelle en surface pendant 3 décennies. Celui où le comportement de Sylvie n'avait de conséquences qu'à l'intérieur de la famille, contenu, géré, invisible à l'extérieur. Lucie avait construit toute sa vie à l'intérieur de cette structure. Elle avait besoin qu'elle tienne. Je ne vais pas faire retirer la vidéo, j'ai dit, pas parce que je voulais que ma mère soit punie. Je veux être claire là-dessus. Je n'avais pas posté la vidéo. Je n'avais pas voulu qu'elle soit publique. Mais on me demandait, à ce moment-là, de faire ce que j'avais fait toute ma vie. Tendre la main et faire taire les preuves. Lisser la surface. Être la personne qui fait disparaître les dégâts pour que tout le monde puisse reprendre comme si de rien n'était. Et j'avais 31 ans, et j'étais à 2 semaines de mon mariage, et ma robe avait une coupure de 4 centimètres dans la couture du dos, et j'en avais fini. « C'est ton choix », a dit Lucie. « Oui », j'ai dit. Elle a raccroché. Je me suis assise dans le calme de mon appartement, et j'ai écouté le réfrigérateur ronronner, et j'ai pensé à Camille qui disait « C'est pas une robe, c'est un argument ». Et j'ai pensé « Oui ». Et j'ai pensé « Peut-être que c'est vrai depuis plus longtemps que l'une ou l'autre de nous le savait ». Isabelle m'a appelée à 8h le lendemain matin, avant que je sois levée. J'avais rencontré Isabelle Vernet 18 mois plus tôt par l'intermédiaire d'un atelier de couture de mariage. Elle en était l'instructrice, 61 ans, ancienne costumière pour une compagnie de théâtre régionale, reconvertie dans la couture de mariés dans la cinquantaine, avec cette qualité particulière de quelqu'un qui a passé des décennies à faire des choses belles sous pression et qui n'est plus du tout dérangé par la difficulté. Elle avait un atelier dans son appartement de Montrouge avec 2 mannequins et une table de coupe et une collection de fils organisée par famille de couleurs dans un système qu'elle avait développé elle-même et qu'elle n'expliquait à personne. Elle avait regardé mes croquis le premier jour et elle avait dit « C'est une vraie robe, elle a une colonne vertébrale ». Et je l'avais aimée immédiatement. Étienne l'avait appelée la veille. Il ne m'avait pas demandé d'abord, ce qui est le genre de chose qui peut mal tourner, mais n'a pas mal tourné. Parce qu'Étienne sait faire la différence entre demander la permission et perdre du temps. J'ai déjà regardé la vidéo, elle a dit, sans préambule. Envoie-moi une photo de la coupure. J'ai besoin de voir la tension du fil des 2 côtés. Isabelle, je peux pas te demander de... Tu ne me demandes pas, c'est moi qui te le dis. Envoie-moi la photo. Je serai là jeudi matin. Elle est venue le jeudi matin. Elle a conduit 40 minutes aller-retour et elle a apporté sa propre trousse et elle a travaillé sur la robe pendant 4h30 pendant que j'étais assise dans le couloir devant la chambre d'amis parce que je ne pouvais pas regarder et ne pouvais pas partir. À un moment, elle m'a appelée et m'a montré ce qu'elle faisait. Une technique qu'elle a décrite avec plusieurs termes techniques que je n'ai pas retenus. Et je me suis tenue à côté d'elle, et j'ai regardé la couture, et elle était, déjà, en train de devenir invisible. Quand elle a terminé, elle a reculé et a regardé la robe comme elle regarde toujours le travail fini,
droite, critique, sans sentiment. Voilà, elle a dit. Puis elle m'a regardée. Structurellement, cette couture est maintenant plus solide qu'avant qu'elle la coupe. Je veux que tu le saches. Je n'ai pas pleuré devant elle. J'ai attendu qu'elle soit en train de reculer dans la rue. Les 2 semaines suivantes ont avancé de cette façon particulière dont avancent les semaines quand on attend quelque chose d'énorme. Très lentement, et pourtant d'un seul coup, si bien que quand le jour est arrivé, je ne savais pas rendre compte du temps passé. La vidéo continuait de circuler. Je ne l'ai plus regardée. J'ai arrêté de lire les commentaires après le 3e jour, non pas parce qu'ils étaient cruels, la plupart ne l'étaient pas, mais parce que les lire m'obligeait à tenir l'incident dans les mains encore et encore, et j'avais besoin de le poser. Étienne gérait ça avec son pragmatisme habituel. Il n'a pas suggéré que je fasse retirer la vidéo. Il n'a pas offert d'opinion sur ce que je devais faire avec ma mère. Ce qu'il a fait, c'est apparaître dans mon appartement le mardi soir, le mercredi soir, le jeudi soir, et cuisiner, mal, avec enthousiasme, à la façon de quelqu'un qui a appris à cuisiner en regardant une seule chaîne YouTube, et s'asseoir en face de moi à la table de la cuisine, et parler d'autre chose entièrement. Le chantier qu'il finissait dans le 10e, un livre qu'il lisait sur l'histoire des ponts suspendus qu'il insistait à dire genuinement passionnant. Le fait que son témoin avait appelé 3 fois pour un détail logistique du dîner de répétition qu'Étienne trouvait être nettement surestimé en complexité. Il me donnait un endroit où mettre mon attention qui n'était pas la blessure. Je comprenais ça. Je le laissais marcher. Mon père a appelé une fois. Pierre Ferrier, qui a passé 35 ans à être la girouette dans une maison qui n'avait qu'un seul système météo. Il a appelé un mercredi soir, et quand j'ai décroché, il a dit « Salut ma puce », ce qu'il m'appelle depuis que j'ai 4 ans, et le son de ça a fait quelque chose de compliqué dans ma poitrine. « Papa, je voulais juste… » Il s'est arrêté. Il a recommencé. « J'ai vu la vidéo. Je sais. Je suis désolé, » il a dit. J'aurais dû… Il s'est arrêté encore. Il n'a pas fini la phrase. Il n'a jamais fini cette phrase de toute ma vie, et j'avais l'habitude d'en être en colère. Et là, debout dans ma cuisine 2 semaines avant mon mariage, j'ai trouvé que je n'étais plus en colère. J'étais juste triste. Il y a un deuil particulier à regarder quelqu'un savoir qu'il t'a manqué et ne pas trouver les mots, et à l'aimer quand même, et à savoir que cet amour va devoir suffire parce que les mots ne viennent pas. « Je sais, papa, » j'ai dit. « Tu vas avoir un beau mariage, » il a dit. « Je sais. » Il est venu au mariage. Il m'a accompagnée dans l'allée. Cette partie de l'histoire est exactement ce qu'elle aurait dû être. Le matin du mariage, je me suis réveillée à 5h47 et je suis restée dans le noir un moment, dans le lit de la suite d'hôtel que Camille avait réservé pour nous. Ça avait été son instruction spécifique que je ne dorme pas dans mon propre appartement la veille, que j'avais besoin d'une nuit qui soit propre et séparée, et elle avait eu raison. Je suis restée là, et j'ai écouté sa respiration depuis l'autre lit, et j'ai pensé à ce que ça veut dire d'arriver quelque part où on a essayé de se rendre depuis longtemps. Je me suis levée doucement, et je suis allée à la fenêtre. Paris début octobre, 6h du matin, la ville encore grise et en train de commencer. Je me suis tenue là dans mes chaussettes et j'ai pensé « Aujourd'hui c'est à moi ». Pas pris, pas géré, pas conditionnel à l'approbation de quiconque. À moi. Camille s'est réveillée à 7h et on a pris le café du room service et elle a coiffé mes cheveux, descendu, avec quelques mèches épinglées, comme je le voulais. Et on n'a pas parlé de ma mère. On n'a pas parlé de la vidéo. On a parlé des choses dont on parle quand on se prépare pour un mariage. Les chaussures légèrement trop serrées, le trait d'eyeliner qui a demandé 3 essais, le fait que Camille avait mémorisé sa lecture et avait encore peur de l'oublier au moment de se lever. Quand j'ai mis la robe, Isabelle avait eu raison. La réparation était invisible. On ne voyait absolument rien de l'extérieur. Je pouvais la sentir. 2 doigts à travers le satin, exactement là où la couture traversait mon dos. Je pouvais sentir exactement où la coupure avait été, et où Isabelle l'avait rendue plus solide qu'avant.
J'ai gardé ma main là un moment. Si tu as déjà eu quelque chose de cassé et réparé d'une façon qui l'a rendu plus tien qu'avant, si tu sais ce que ça fait de passer les doigts sur l'endroit où quelque chose a été abîmé et de ressentir autre chose que de la perte, alors tu sais ce que j'ai ressenti debout dans cette chambre d'hôtel, dans cette robe. Si ce moment t'a touché quelque part de vrai, mets un like maintenant. Et abonne-toi, parce que ce qui s'est passé après, ce qui est arrivé à ma mère, à Lucie, à la famille dans laquelle j'ai grandi, c'est ce que j'ai besoin de te raconter maintenant. Et je ne veux pas que tu le rates. J'ai descendu une allée vers Étienne Moreau à 11h23 un samedi matin d'octobre, et il m'a vu au bout et son visage a fait ce que font les visages. Cette chose précise et sans défense qui ne peut pas se jouer, et j'ai pensé, ça. C'est pour ça que c'était tout. Pas la robe, pas la réparation, pas les 2 semaines à survivre ce qui était venu avant. Tout. 31 ans à tenir bon, à ne pas plier quand plier aurait été plus facile, à rester fidèle à quelque chose que je ne pouvais pas toujours nommer. Tout ça avait été dirigé, sans que je le sache, vers ce moment précis. Cette personne, ce matin-là. Lucie était là. Elle s'est assise de mon côté parce que c'était le côté où elle appartenait, et elle est venue dans un blazer crème, et elle s'est assise au 3e rang, et quand je suis passée devant elle, elle avait les mains croisées sur les genoux et les yeux brillants. Je n'ai pas détourné le regard. Je n'ai rien joué vers elle, ni chaleur, ni froideur. Je l'ai juste vue. La sœur qui avait choisi la structure plutôt que la vérité, et qui était là quand même, ce qui était son propre genre de commencement si elle décidait d'en faire un. Camille s'est levée pour faire sa lecture, et elle n'a oublié aucun mot. Ma mère n'était pas là. Elle avait dit à Lucie, la semaine d'avant, qu'elle ne pouvait pas assister à un mariage où elle avait été aussi publiquement humiliée. Je ne l'avais pas désinvitée. Je veux être précise là-dessus. L'invitation avait été envoyée 14 mois plus tôt et n'avait jamais été retirée. Elle a choisi de ne pas venir, et j'ai passé exactement le temps qu'il m'a fallu pour arriver au bout de cette allée à en être triste. La tristesse précise et propre de faire le deuil de quelque chose qui n'allait jamais être ce dont on avait besoin. Et puis j'ai rejoint Étienne, et j'ai donné mon bouquet à Camille, et j'ai fini d'en être triste. Pas pour toujours, juste pour aujourd'hui. Les vœux étaient les nôtres. On les avait écrits nous-mêmes. Ceux d'Étienne étaient drôles dans la première moitié, et d'une sincérité dévastatrice dans la seconde, d'une façon qui a surpris tout le monde, y compris lui, je crois. Les miens étaient courts et précis, et j'ai dit une chose que je n'avais pas prévu de dire avant d'être là à la dire. Tu es le premier endroit où je n'ai jamais eu à me tenir sur mes gardes. J'ai entendu Camille faire un son derrière moi. Étienne m'a regardé un moment, et puis il a dit, doucement, dans l'espace entre nous où seul je pouvais l'entendre. Je sais ça. On s'est mariés à 11h41. Les conséquences sont arrivées comme arrivent les conséquences pour les gens comme ma mère. Pas tout en même temps, et pas à cause de quelque chose que j'avais fait. J'ai appris la plupart par Camille, qui habitait encore assez près d'Annecy pour entendre les choses, et qui m'a appelé un dimanche soir environ 3 semaines après le mariage, avec le ton particulier qu'elle a quand elle a des informations qu'elle a gardées quelques jours, qu'elle a retournées, et qu'elle décide de partager. « Je vais te dire des choses », elle a dit. « Et j'ai besoin que tu me dises comment tu veux les recevoir. Tu veux les détails ou tu veux la version courte ?» J'étais assise sur le balcon de l'appartement qu'Étienne et moi avions emménagé 6 jours après le mariage. Un appartement dans le 11e, avec un parquet qui craquait d'une façon que j'aimais déjà. J'avais une tasse de thé qui refroidissait sur la rambarde. L'air d'octobre faisait ce qu'il fait quand il a finalement décidé d'être l'automne. Les détails, j'ai dit. 2 anciennes collègues de ma mère, des femmes avec qui elle avait déjeuné régulièrement pendant des années, des femmes qu'elle avait connues dans cette façon particulière et intime des amitiés de longue date, avaient discrètement cessé de l'inclure. Pas de confrontation, pas de conversation. Juste une absence, là où il y avait eu une présence. Sylvie l'avait remarqué en 2 semaines. Elle en avait parlé à Lucie, qui en avait parlé à Camille,
qui me l'avait dit avec une tristesse dans la voix qui m'a surprise, jusqu'à ce que je comprenne. Camille avait voulu que ces femmes soient le genre de personnes qui posent des questions, qui restent et demandent ce qui était vraiment vrai. Leur départ confirmait quelque chose sur la fragilité de la communauté que ma mère avait passé des décennies à construire, que c'était une communauté de surface, et les surfaces ne tiennent pas quand quelque chose de réel passe au travers. Celle qui l'a brisée, cependant, celle que je crois qu'elle portera le plus longtemps, c'était sa sœur Michel. Ma tante Michel a 62 ans et vit à Grenoble et a passé la majeure partie de sa vie adulte à exister paisiblement en périphérie de notre famille, assez proche pour rester connectée, mais assez loin pour rester saine. Elle a appelé Sylvie la semaine après que la vidéo soit devenue virale. Camille a entendu parler de cet appel par mon père, qui était dans la pièce d'à côté. Michel a dit « Je m'en étais toujours douté, Sylvie. Je m'en étais toujours douté. » 9 mots. C'est tout. Et d'après mon père, qui n'est pas un homme qui exagère, ma mère s'est assise dans la cuisine longtemps après cet appel, sans bouger. Je pense à ces 9 mots plus qu'à la décision des collègues ou aux amis ou à n'importe laquelle des conséquences mesurables et externes. Parce que ce que Michel a dit n'était pas une accusation et n'était pas une condamnation. C'était un témoignage. C'était quelqu'un de l'extérieur du cercle immédiat qui disait « J'ai vu quelque chose, au fil de toutes ces années, pour lequel je n'avais pas de mots. Maintenant j'en ai. » Et je crois que ça, être témoin par quelqu'un qu'elle pensait être solidement dans son camp, était la chose pour laquelle ma mère n'avait aucune défense préparée. Je n'ai pas appelé Michel. Elle m'a envoyé une carte avec un court mot à l'intérieur qui disait qu'elle me souhaitait un long mariage heureux et qu'elle était désolée de ne pas avoir dit quelque chose plus tôt. J'ai gardé la carte. Elle est dans le tiroir de ma table de nuit et elle y restera probablement. Lucie m'a appelée 6 semaines après le mariage, pas avec la voix furieuse et efficace d'avant, avec une voix différente, plus calme, moins certaine de son propre équilibre. Elle a dit « J'ai commencé à voir quelqu'un, une thérapeute. » J'ai dit « C'est bien ?» Un silence. Elle me pose beaucoup de questions sur l'enfance. J'imagine. Un autre silence, plus long. Je crois que je me suis raconté une histoire, elle a dit, sur ce qu'était notre famille, sur ce qui était normal. Je me suis assise avec ça. Je l'ai laissé exister sans me précipiter vers lui. Je sais, j'ai dit. Je ne suis pas prête à dire plus que ça pour l'instant, elle a dit. Je voulais juste que tu le saches. D'accord, j'ai dit. Je suis là quand tu seras prête. Ce n'était pas une réconciliation. Je veux être claire là-dessus. Ce n'était pas des excuses et je ne l'ai pas traité comme telle. C'était le début d'une possibilité. Une porte ouverte d'1 centimètre par quelqu'un qui avait passé des décennies à la maintenir fermée, parce que la lumière de l'autre côté allait lui demander de regarder des choses qu'elle n'était pas prête à regarder. Elle commençait à être prête. C'était suffisant pour l'instant. C'était plus que ce que j'avais espéré, et j'ai essayé de le tenir avec soin, sans serrer. Mon père appelle toujours toutes les 2 semaines. Il m'appelle toujours ma puce. On parle toujours autour des bords des choses qui comptent le plus, et j'ai arrêté d'en être en colère et j'ai commencé d'être reconnaissante pour les appels eux-mêmes. Certaines personnes n'ont que tant d'espace, et la chose la plus généreuse qu'on puisse faire est d'accepter l'espace qu'elles ont sans leur en vouloir pour celui qu'elles n'ont pas. Je n'ai pas de relation avec ma mère en ce moment. Je veux le dire clairement. Je n'ai pas fait d'annonce dramatique. Je n'ai pas envoyé de lettres détaillant chaque grief. Ce que j'ai fait, c'est arrêter de tendre la main. J'ai arrêté d'être la personne qui remplissait le silence, qui appelait en premier, qui lissait la surface et rendait les choses gérables. J'ai arrêté, et la relation s'est arrêtée avec moi, ce qui m'a dit quelque chose sur qui la portait depuis le début. Je lui ai écrit une lettre en novembre.
Je l'ai écrite sur 3 soirées à la table de la cuisine, pendant qu'Étienne lisait dans la pièce d'à côté, et que l'appartement faisait les bruits d'un appartement qu'on est encore en train d'apprivoiser. Je l'ai écrite et réécrite, et suis finalement arrivée à quelque chose qui ne cherchait pas à gagner, et ne parlait pas de la vidéo, et ne parlait pas de la robe. Elle parlait d'une seule chose. Je l'ai mise à la boîte un jeudi matin en allant au travail. Je me suis arrêtée une seconde devant la boîte aux lettres après l'avoir glissée dedans. Puis j'ai marché jusqu'à ma voiture, et j'ai conduit jusqu'au studio, et j'ai travaillé sur l'identité visuelle d'une petite torréfaction artisanale du 10e, et j'ai mangé à mon bureau, et je suis rentrée, et j'ai fait à dîner, et c'était la journée. Ordinaire et entièrement à moi. Je ne sais pas si elle l'a lu, je ne sais pas si elle le fera. J'ai dit à Étienne ce que j'avais écrit, pas les mots exacts, mais la forme, et il a écouté comme il écoute, c'est-à-dire avec toute son attention et sans conseil à moins que je lui en demande. Quand j'ai fini, il a été silencieux un moment, et puis il a dit « Ça te ressemble ». C'était la réponse dont j'avais besoin, pas parce que c'était profond, parce que c'était vrai. Ça me ressemblait. Pour la première fois de ma vie, j'avais dit quelque chose à ma mère qui me ressemblait entièrement, sans s'excuser. La chose centrale que j'ai dite dans cette lettre, la chose qui a pris 3 soirées à trouver, c'était celle-ci. J'ai passé 31 ans à me rendre plus facile à aimer. Je me suis courbée autour de tes besoins, je me suis réduite en ta présence. J'ai rendu l'épreuve de ma vie plus petite pour qu'elle ne ressemble pas à un défi. Je ne vais plus faire ça. Pas parce que je ne t'aime pas, mais parce que j'ai enfin compris que disparaître n'allait jamais te rendre assez en sécurité pour me laisser rester. Camille l'a lu quand je la lui ai montré, quelques semaines plus tard. Elle était assise à ma table de cuisine avec le papier dans les mains, et elle l'a lu 2 fois. Puis elle l'a posé, et elle m'a regardée. « C'est ça », elle a dit. « C'est tout là. » Je crois qu'elle avait raison. C'est un mardi matin de novembre pendant que je te raconte ça. Tôt, le bon genre de tôt, avant que la journée ait fait la moindre demande. Je suis assise à la table de la cuisine avec mon café, et dehors la fenêtre, le ciel et ce gris plat de fin d'automne que j'ai toujours aimé, et Étienne dort encore en haut parce qu'il n'a pas de réunion de chantier avant 9 heures. Sur la table devant moi, il y a une photo. Isabelle l'a prise, la semaine après le mariage, dans son atelier. Un gros plan du dos de la robe, la couture réparée. Elle me l'a envoyé dans une enveloppe avec un mot qui disait seulement « Pour tes archives ». Je l'ai posté sur mon Instagram la semaine après le mariage, la seule chose que j'ai jamais postée sur tout ça. La légende disait « Réparé, plus solide qu'avant ». Je regarde cette photo parfois tôt le matin quand la maison est calme. Je regarde la couture, invisible à distance, lisible seulement si on sait exactement où regarder, et je pense à ce qu'Isabelle a dit. Structurellement, cette couture est maintenant plus solide qu'avant qu'elle la coupe. Je pense à ce que ça veut dire d'être plus solide là où on a été cassé. Je pense à la petite fille de 9 ans dans la cuisine avec son herbier, à attendre quelque chose qui ne venait pas. Je pense à ce que je lui dirais si je pouvais, pas pour réparer, parce que ça n'a plus besoin d'être réparé, mais juste pour lui dire « Tu vas continuer à fabriquer des choses. Tu vas continuer à faire des choses de tes mains, et elles seront réelles, et elles auront une colonne vertébrale, et un jour, quelqu'un va regarder ce que tu as fait et dire « C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue », et ils le penseront vraiment, et tu sauras qu'ils le pensent vraiment, et ça sera suffisant. Plus que suffisant, ça sera tout. Je m'appelle Margot Ferrier, j'ai 31 ans, et je suis assise dans un appartement qui est le mien, dans une vie qui est la mienne, dans un matin sur lequel personne n'a de droit que moi. Ça résonne différemment maintenant. J'espère que tu sens la différence. Avant de partir, je veux te poser une question, et je veux que tu y restes 1 seconde de plus. Est-ce que quelqu'un dans ta vie a déjà essayé de te rendre plus petite? Pas bruyamment, pas dramatiquement, mais doucement, dans un ton raisonnable, sur une très longue durée.
Et as-tu jamais dû choisir entre garder la paix et te garder toi? Je veux savoir ce que ça a ressemblé pour toi. Laisse-le dans les commentaires. Dis-moi autant ou aussi peu que tu as besoin. Je les lis tous, et je le pense. Et parfois la chose la plus importante, c'est juste de savoir que quelqu'un va lire. Si cette histoire t'a accompagné, si quelque chose en elle a nommé quelque chose que tu portes, mets ce like avant de partir. Abonne-toi pour être là pour le prochain. Et partage avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que le mal silencieux est quand même du mal, et que te choisir n'est pas la même chose qu'être cruel. Je serai là. Prends soin de toi, je le pense aussi.